Mesdames et messieurs, chers collègues, ayant à parler sur l'éducation, je ne peux pas me montrer indifférent à ce qui se passe en France ces derniers jours et qui risque de se prolonger d'une manière dont nous ne mesurons pas la gravité possible. L'éducation, ses fragilités, ses carences, ses injustices ne sont pas en première ligne dans cette actualité. Mais l'éducation n'en demeure pas moins à l'horizon du malaise qui s'exprime et de la déflagration sociale que ce malaise provoque, dont un geste mortel d'un seul policier à l'égard d'un seul jeune homme ne sera bientôt plus tôt que le prétexte. Passons à ce colloque, puisque j'y suis invité. Il va de soi que je ne peux commencer qu'en vous présentant des excuses. Excuses de n'être pas présent à ce colloque dont la conférence finale est habituellement supposée tirer quelques conclusions. Je vous dirai aussi des regrets, car j'ai vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose, d'avoir manqué beaucoup d'occasions de m'instruire, d'apprécier, de questionner, de mieux légitimer l'intervention ultime de ce colloque. Mais je suis un vieil homme dans sa 92e année et ma mobilité s'est réduite au cours de ces derniers mois au point de me rendre vraiment très difficile un déplacement à Paris. Il faudra donc nous contenter d'un contact en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Mais même sur ce point, vous avez affaire à un novice, car étant en retraite depuis plus de 25 ans, je n'ai pas eu l'occasion de me familiariser avec ce mode de transmission qui est devenu usuel pour celles et ceux qui ont eu à enseigner pendant la période récente du grand confinement dû à la pandémie. J'ai recours à l'aide de ma collègue genevoise, Madame Angélie Guény, à qui j'exprime ma gratitude, et je vous parle depuis ma salle de musique à Gaillard. J'ai évidemment été frappé au reçu du programme du colloque par la richesse des propositions qu'il contenait. Je l'ai considéré avec soin, je l'ai relu plusieurs fois, mais déjà le seul sous-titre du colloque avec ces trois substantifs et leurs nuances annonçait un aspect de toute évidence pluriel de ce rassemblement. La lecture du catalogue des ateliers ne pouvait qu'en renforcer l'impression. Si vous voulez, relisons ces trois mots. Héritage, le mot est au pluriel. Réinvention, avec l'insistance évidemment sur le préfixe dont la parenthèse souligne plutôt l'importance. Actualité, actualité, le seul mot au singulier. Peut-être parce que cet abstrait désigne le seul moment présent. Mais c'est un singulier bizarre, car le moment présent est par essence un moment qui est destiné à passer. Méritait-il d'être lui aussi au pluriel? Car le colloque évoquait bien des moments considérés comme passés aujourd'hui, qui furent tous, en leur temps, des moments présents.
Et c'est précisément un de ces moments présents qui fut pour moi de la plus grande actualité à son époque, que immédiatement et d'une manière quasi irrésistible, la lecture du programme du colloque impose à mon souvenir. J'ai la vive impression de me retrouver à lire le programme du congrès Freinet de Turin en 1997. Le professeur Chiosso m'y avait invité à prendre la parole dans un atelier d'histoire sur un thème spécifique, les rapports de Célestin Freinet avec Adolphe Ferrière, le Genevois, entre les deux guerres. J'ai dit que j'avais une impression vive et cette impression demeure tant la ressemblance entre les deux colloques me frappe. Quelques jours après cette prise de connaissance du programme de votre colloque, je reçois la visite de Béatrice Ngeli-Gheni en vue de la préparation de cette conférence en distanciel. Elle m'offre un exemplaire de sa brillante thèse consacrée à la revue Pour l'ère nouvelle, et c'est le titre de l'ouvrage qui me saute carrément aux yeux. L'éducation nouvelle entre science et militance. Bien sûr, science est entendue par la rédactrice de la thèse comme la connaissance scientifique de l'enfant. Mais sans négliger, bien sûr, la célèbre phrase de Renan sur l'histoire, cette petite science conjecturale, si je place l'histoire de l'éducation au sein de cette connaissance scientifique, je suis au cœur de mon sujet. Car ce fut bien le problème de ce congrès de Turin, la rencontre de ces deux catégories d'approches incarnées par des personnes en chair et en os. Une rencontre qui fut tout sauf pacifique. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, car j'y fus pris à partie comme je l'ai rarement été. Je vous décrire la scène. J'avais à peine pris place au pupitre devant une cinquantaine de personnes entendant le français qu'un jeune homme vint s'interposer entre cet auditoire et moi. S'adressant au public venu pour m'écouter, voici en gros ce qu'il leur dit. Vous n'avez rien à faire ici. Ce que ce Genevois, le Genevois c'est moi, peut raconter sur Freinet dans les années 20 n'a aujourd'hui aucun intérêt. Ça ne vous sert à rien. Vous feriez mieux d'aller dans la salle voisine. Là se passent des choses qui nous concernent en 1997, les choses qui vous concernent. Un militant, instituteur comme moi, il fait part de son expérience dans une classe difficile. Venez l'écouter, venez discuter avec lui et laissez l'historien avec ses petites histoires qui ne concernent plus ceux et celles qui font des choses aujourd'hui. Ce militant est sorti sans même m'adresser la parole. Je ne me souviens pas qu'il ait été suivi. J'ai le souvenir d'avoir fait son exposé, d'avoir fait mon exposé et d'avoir répondu aux questions. À y bien réfléchir, je dois dire que ce garçon était quand même désobligeant à mon égard. Mais il menait son combat avec une évidente sincérité. Il voulait le mouvement Freinet de la fin du siècle sans lien avec l'histoire personnelle du fondateur, qu'il jugeait sans doute anecdotique et dépassée. Je me rappelais alors de la fameuse réplique de l'un de mes plus brillants collègues
de la section des sciences de l'éducation de Genève, qui était en même temps un chercheur très impliqué dans l'une des écoles actives de la ville. Sa réplique: moi, l'histoire, je ne l'écris pas, je la fais. 20 ans après nos recherches sur l'école active, ces recherches l'ayant convaincu, il me disait que ce propos était l'un des plus stupides qu'il ait jamais prononcé. Propos stupide. C'est à voir. Car à évoquer ma propre carrière, comme on me demande de le faire pour conclure ce colloque, je suis obligé de reconnaître qu'au début des années 60 de l'autre siècle, je n'étais pas loin de partager l'opinion de mon visiteur intempestif du colloque de Turin, comme celle de mon illustre collègue Genevois. En effet, entre 1960 et 1964, j'ai mené l'une des toutes premières expériences, sinon la première, de non-directivité inspirée de l'américain Carl Rogers dans une classe terminale du secondaire où j'enseignais les 12 heures hebdomadaires de philosophie. Marie-Joëlle Dardelin, que j'avais eue comme co-étudiante à l'université, mena la même innovation dans sa classe de philosophie d'un institut de jeunes filles. Et en 1967, nous publiâmes sous nos 2 signatures La liberté d'apprendre, justification pour un enseignement non directif. Chez elle, comme chez moi, aucune trace d'une quelconque référence à l'éducation nouvelle. Notre référence était la psychosociologie américaine, dont l'histoire commençait au cours de la Seconde Guerre mondiale. Notre commune professeure de psychologie sociale, Marie-Louise Fanchon, lors d'un long séjour aux USA, avait fréquenté les séminaires de training group de Kurt Lewin. Elle avait participé à son retour en Europe, elle avait participé à la première dynamique de groupe réalisée en 1959. Ce qui m'avait motivé à me lancer dans l'innovation non directive dans ma classe de jeunes gens était la célèbre intervention de Carl Rogers en 1956 dans un séminaire pour enseignants. Il y développait, en hésitant d'ailleurs, son aphorisme selon lequel apprendre vaut mieux qu'enseigner. Nous étions donc, Marie-Joëlle Dardelin et moi, des militants axés sur le court terme de nos innovations, hasardeuses certes, mais exaltantes. Et à aucun moment, nous avons pensé à les mettre en rapport avec l'histoire de l'éducation nouvelle, telle qu'elle nous avait été résumée dans le cours universitaire d'histoire de l'éducation que nous avions suivi. C'est beaucoup plus tard que des rapprochements se sont effectués. Je crois que c'est Lucien Brunel, au début des années 70, qui déclenche ce retour en arrière. Il critique avec justesse nos essais non directifs dans la revue Raison présente. Et il rattache nos essais à ceux de Roger Cousinet et à ses initiatives déjà anciennes de travail en équipe. Mais c'est évidemment
une intervention de Antoine Savoie, beaucoup plus tardive, qui a réveillé en moi le souvenir d'une pratique que je n'avais jamais eu présente à l'esprit au cours de mes tentatives rogériennes. Car entre 1946 et 1950, alors que j'étais lycéen, que je n'avais pas 20 ans, j'avais utilisé de manière systématique et théoriquement étayée les méthodes actives préconisées dans les mouvements de jeunesse, des méthodes inspirées directement de l'éducation nouvelle. Dirigeant chef d'un groupe Cœur Vaillant, j'avais même assuré, à partir des manuels du mouvement, la formation des autres dirigeants. Mais là encore, le militant ne se sentait pas le besoin de s'inscrire dans une histoire longue. Une fois de plus, le court terme l'emportait sur le long terme. Et je ne percevais pas que ce long terme était le seul en mesure de me permettre de comprendre vraiment ce que j'étais en train de fabriquer, hic et nunc. Et voici que le hasard, disons plutôt la bonne fortune, me met sous les yeux, au cours de la lecture de mon hebdomadaire habituel des 24-25 juin 2023, c'est-à-dire il y a quelques jours, cette phrase d'un ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Et je l'ai spontanément transposée en la lisant. Voici ce qu'il dit. Aujourd'hui, la diplomatie se vit en mode de gestion de crise. C'est un vrai danger. Elle doit marcher sur deux pieds, le court et le long terme. Reprenez ces mots, chers collègues. Remplacez diplomatie par pédagogie, et voilà raconter notre histoire. Voilà désigner notre dilemme. Il nous faut marcher sur deux pieds. Reste à savoir, évidemment, ce qu'est pour nous le long terme. Prenez des gens qui se réclament de l'éducation nouvelle à la fin du XIXe siècle, comme par exemple ce Francis Parker que Rita Hofstetter et Bernard Schneebly vous ont présenté dans leur conférence introductive comme l'inventeur de The New Education dans une école publique aux États-Unis en 1875. Qu'y a-t-il de commun entre cet Américain et vous-même, participant de ce présent colloque en 2023? Mais j'ai dit tout à l'heure ce qu'est pour nous. Pour nous. Cela me fournit une autre modalité possible de la question. Existe-t-il un nous vraisemblable entre tous ces gens disparus, ce Parker, ainsi que des milliers d'autres au sein de cette internationale de l'éducation nouvelle décrite par Hofstetter, un nous qui soit commun à tous ces gens-là et aux membres de ce présent colloque. Précisons encore davantage. Existe-t-il même un nous entre vous, mesdames et messieurs, et le survivant qui vous parle à ce moment même, alors que certains ateliers
de votre colloque porte sur des personnalités avec qui il a eu affaire en un tout autre temps. Je pense par exemple à Antoine Léaud, objet de l'atelier numéro 17. Existe-t-il une continuité historiquement repérable qui permet à ce nous d'être autre chose qu'une simple fiction oratoire? La réponse est peut-être que tous ces gens-là veulent que les choses soient nouvelles. Mais vouloir que les choses soient nouvelles est paradoxalement un vœu ancien. Je serais même tenté de dire que ce vœu est de tout temps. Tenez, le titre « Pour l'ère nouvelle » que la Ligue pour l'éducation nouvelle donne à la version française de sa revue à partir de 1922 utilise en réalité un vieux truc. L'expression « l'ère nouvelle » est déjà en 1848 le titre d'un journal démocrate chrétien éphémère, puis en 1919 celui d'une revue socialiste. Et comment ne pas évoquer, mesdames et messieurs, le superbe exorde du discours d'investiture de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République le 27 mai 1974. Mesdames et messieurs, de ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Rien que ça. Mais pour rappeler le propos de mon diplomate cité tout à l'heure, je constate avec lui que la volonté que les choses soient nouvelles caractérise bien les modes de gestion de crise. Mais j'ajoute aussitôt que cette volonté possède une constance que je juge, si l'on peut dire, quasi ancestrale. Vouloir que les choses soient nouvelles correspond à quoi? Mais ça correspond à ce que l'insatisfaction, voire l'indignation, sont des modes quasi inamovibles de l'humain au sujet de l'humain, que ce dernier soit individuel ou collectif. Ainsi, toute militance pour l'éducation nouvelle, que ce soit pour son actualité, que ce soit pour son histoire, témoigne qu'il existe une cause avec un C majuscule, à promouvoir et à défendre. Mais le regretté Alain Touraine, ce sociologue décédé au début de ce mois de juin, soulignait que ce vouloir novateur, c'est, par cette affirmation elle-même, se donner des adversaires, réels ou fictifs. Qui dit éducation nouvelle, pour en défendre la cause, ne peut pas ne pas dire dans le même mouvement éducation ancienne ou éducation conservatrice ou éducation traditionnelle, je ne sais comment l'appeler, car ces trois qualificatifs sont chacun d'une parfaite ambiguïté. Il s'agit donc, sinon de combattre un adversaire, du moins au minimum de faire soi-même autrement, ou de faire qu'à un niveau plus global, par exemple celui d'un système éducatif, les choses se passent autrement.
Or, ce dont l'histoire témoigne, c'est d'une double persistance. D'une part, persiste la démultiplication des initiatives novatrices. Votre colloque en témoigne à l'envi. Mais d'autre part, persiste tout autant l'impossible généralisation de l'innovation, l'impossible généralisation de l'éducation nouvelle. Développons un peu ces deux points avec leur persistance contradictoire. Il existe depuis plusieurs centaines d'années, au sein des milieux éducatifs et de l'école en particulier, des individuels qui, seuls ou avec d'autres, entreprennent de faire eux-mêmes autrement. Appelons ça, si on veut, le coefficient personnel de l'engagement, avec sa capacité de faire tache d'huile, et dans les meilleurs cas, avec sa capacité à durer. Nous sommes là face à la démultiplication des initiatives singulières dont Rita Hofstetter et Bernard Chevly nous ont présenté l'impressionnante image, utilisant les métaphores parlantes du foisonnement et même de l'enchevêtrement. Je parle quant à moi d'initiatives singulières et non pas simplement originales. Vous savez, ce que ces personnes-là sont en train de faire dans leur coin. Non, je parle de singularité. Une singularité qui ne peut se percevoir que sur fond de pluralité. J'éduque autrement avec l'espoir, et non sans en déployer les moyens, avec l'espoir que cette façon d'agir persiste. Et elle ne persistera que si d'autres en prennent le relais. Et c'est le cas pour un certain nombre dont l'initiative se prolonge depuis des années en un mouvement. Prenez Montessori, prenez Freinet, par exemple, bien Fernand Houry et la pédagogie institutionnelle. On peut donc vouloir faire soi-même autrement. Et le présent colloque témoigne avec une particulière richesse, tant par la parole prise par celles et ceux qui sont actuellement des praticiens de l'éducation, que par les évocations faites par les historiens de celles et de ceux qui ont précédé ces praticiens et d'une certaine manière leur ont ouvert la voie, qu'ils s'en rappellent ou qu'ils ne s'en rappellent plus. En revanche, non plus simplement vouloir faire soi-même autrement, mais faire en sorte que les choses se passent autrement, constitue un programme d'une envergure bien différente. Il suppose acquis que ce qui est premier, ce n'est plus l'initiative individuelle ou interindividuelle, ou même celle d'un mouvement, voire d'une institution, mais ce qui est premier, c'est la généralisation du changement à l'échelle d'un système scolaire, par exemple. La question, bien sûr, est à cette échelle une question politique, une question de politique. Et force est de constater que l'éducation nouvelle, en dépit des formes multiples qu'elle déploie, ne bénéficie dans les systèmes éducatifs que d'une généralisation partielle ou fictive.
et cela en dépit d'une effervescence internationale persistante. Ne dramatisons pas cette carence. Mais pour finir, je vais tenter de l'illustrer d'une manière quasi anecdotique. J'ai observé 5 manières de conduire à l'échec toute tentative novatrice. La première est de contrer cette tentative, soit de manière brutale mais claire, par une fin de non-recevoir. Bon. Mais le plus souvent, contrer consiste à utiliser la manière insidieuse de la résistance passive, dont certaines bureaucraties donnent parfois des exemples fort instructifs. Et la seconde manière est plus perverse, car elle consiste non plus à contrer l'innovation, mais à l'adopter, et même à l'ériger en norme par des instructions officielles. Or, cette adoption est souvent un leurre, car elle édulcore son objet pour le rendre généralisable. Je l'ai dit souvent, Freinet, célébré et imposé, c'est immanquablement Freinet trahi. Quand tout le monde est censé en faire, le risque est grand que personne en réalité n'en fait plus. Rappelez-vous ce que Rita Hofstetter et Bernard Chevy vous ont dit en commençant. Ils vous ont parlé du rôle des organismes internationaux officiels à l'égard du discours de l'éducation nouvelle. Certes, disent-ils, ces organismes le diffusent, et c'est tout leur honneur, mais en même temps, ils les absorbent. Ils en absorbent les éléments essentiels, ils les délayent et se les réapproprient. Et ceci, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de mes collègues en commençant votre colloque. La troisième manière de faire échec à l'innovation est une conséquence de la seconde. Elle tient au fait qu'on oblige les acteurs de l'éducation sans prendre en compte l'inconstance, voire l'inconsistance d'une population où se révèlent parfois au mieux de semi-adhérents du type « Allez, bon, encore un nouveau truc, nous on veut bien puisque c'est obligé, on peut essayer, mais vous savez, au fond, au minimum, incompétence et certainement manque d'enthousiasme. Alors, il y a une quatrième manière de faire échec à l'innovation, c'est de s'installer dans l'opposition, ouvertement. Proposer dans les médias, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, une lecture dévalorisante, de type philosophique, scientifique ou pseudo-tel, menant un procès d'intention et faisant appel à la fraction de l'opinion hostile au changement. L'antipédagogisme de ces dernières années en France en est la parfaite et bruyante illustration. Un homme comme Philippe Mérieux en sait quelque chose. Et j'en arrive à la cinquième manière de faire échec à l'innovation. En réalité, c'est la plus dangereuse. Parce que c'est la plus difficile à récuser. Elle tient à la proximité idéologique de la pédagogie nouvelle
avec les tendances de la mentalité New Age, qui s'impose insidieusement comme la seule politiquement et culturellement correcte. Ce fut l'objection que l'on nous fit à Marie-Joëlle Dardelin et à moi lors de nos expériences de non-directivité au début des années 60 du siècle passé. Nos tentatives n'auraient fait que refléter au début des années 60 l'évolution des mentalités entre la récusation de toute autorité vers la récusation de toute autorité dont les événements de mai 1968 allaient révéler l'ampleur. La raison de ne pas généraliser la novation repose alors sur le surgissement d'une résistance au délitement social qui est craint, s'illustrant de ce paradoxe que l'ancien résiste mieux que le nouveau. Que conclure, mesdames et messieurs, chers collègues, que je n'ai pas donné un écho suffisant à la richesse des exposés et des échanges qu'ils ont provoqués, j'en conviens. Quant aux 5 points de mon développement final, ils pourraient paraître d'un pessimisme un peu démoralisant. Or, je préconise qu'il convient de penser tout le contraire. Car, écoutez bien, le jour où l'éducation nouvelle, ses héritages, ses réinventions, son actualité deviendraient les marques de l'orthodoxie d'un système, de la légitimité de ses pouvoirs et de ses contre-pouvoirs même, la règle de son autosuffisance et de ses omertas, il ne resterait guère plus de cette éducation nouvelle qu'une nouvelle imposture. L'éducation nouvelle fut et demeure une libre fédération d'initiatives. La métaphore qui lui convient n'est pas celle d'un continent, mais celle d'un archipel. Singularité et pluralité, l'une nourrissant l'autre, l'une se nourrissant de l'autre. Et cela, un système, surtout quand c'est un système établi, un système ne sait pas faire. Continuez donc, mesdames et messieurs, continuez et pratiquez en toute responsabilité votre liberté d'instruire et d'éduquer et votre devoir d'en assurer la présence dans l'histoire des humains et des sociétés humaines. Je vous remercie de votre attention distancielle, mais forte, qui m'a aidé.